Bonjour à tous, déjà, merci d'être là juste après la pause repas. Bienvenue à ce Lightning Talk. On va parler sécurité, et surtout sécurité orientée container, vu qu'on est au Kubernetes Community Day. Donc l'idée, ça va être de se baser sur un cas réel. On va voir comment on peut créer un flux DevSecOps assez simple, une security gate, pour sécuriser un microservice d'exemple. Cet exemple, ça va être une API GraphQL, propulsée par un framework Netflix. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans toute la vie du projet, des premiers balbutiements du code et des imports des dépendances jusqu'à la création de l'image qu'on souhaite déployer dans le cluster Kubernetes. On va voir aussi une des vulnérabilités apportées par ce projet d'exemple, en fait, exploitée pour voir pourquoi il faut prendre un peu au sérieux la sécurité. Ce code, vous verrez le dernier slide, en fait, est disponible sur GitHub, hein, c'est une application d'exemple, mais comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez aussi scanner et puis jouer un petit peu avec. Donc en image, ça donne quoi? En fait, on va prendre un flow assez classique, où le développeur ou le tech lead bâtit un nouveau socle pour son projet. Il va choisir un framework. Une fois que son POC est concluant, il va faire la première pull request et l'ossature du projet. Tout ça, en fait, ça va nous permettre de construire notre première image Docker, et c'est là qu'on va mettre en place la security gate. Okay, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la petite boucle de rétroaction, analyse and fix, où à l'issue des résultats du scan, on va voir en fait comment on analyse les remontées d'outils et comment on peut à la fois sécuriser sans passer trop de temps, puisqu'à la fin, il faut quand même délivrer des features métiers. Donc l'idée, c'est qu'on va voir un petit peu en image, pour que ça soit un petit peu plus parlant, ce que fait l'application que vous allez retrouver. Donc c'est surtout le framework qui est important. Le framework est sur la droite, en tout cas sa documentation. Donc pourquoi j'ai pris un framework Netflix? C'est pas pour faire du name dropping, en fait, c'est parce que c'est la problématique. En gros, on veut trouver un framework avec lequel on va être productif et que ce framework ait les reins solides. Donc Netflix, c'est un acteur majeur du marché. Si on va sur le repo GitHub de ce projet, on verra que ce n'est pas un projet sur un coin de table de chez Netflix, il en est à sa version majeure 6. Et il a des commits quasiment journaliers, donc c'est un projet qui est plutôt en bonne santé. Mais seulement quand on l'importe, si jamais on voulait jeter un œil à l'import des dépendances qu'on a vu là juste, donc il y a l'import des dépendances Netflix et 2 dépendances du Spring Framework sous-jacentes, ça amène déjà une trentaine de vulnérabilités. Vous voyez que là, ces petits boucliers, je ne les ai pas tous dépliés. Il y en a des plus rouges que d'autres. On va s'intéresser au rouge foncé. Mais déjà de base, un exemple aussi simple que celui-là, où on va juste requêter une base de données de série TV fictive, ça amène un joli sapin de Noël. Mais comme on l'a vu, comme on va orienter la discussion container, on va considérer qu'on n'a pas fait cette analyse ici, même si là on aurait pu choisir par exemple une autre version du framework ou changer de techno pour un autre écosystème si la sécurité était au cœur du projet. On va se dire que maintenant on l'encapsule dans l'image Docker et cette image Docker je la scanne. Donc cette image Docker, quand je la scanne, c'est une image assez classique, hein, c'est une image Maven, ou JDK, Hotspot 11, etc., une image JDK publique. Je me retrouve non plus avec 30 vulnérabilités, mais avec 127. Ce qui est logique, puisque on va retrouver par exemple celle qui est tout en haut, qui vient du framework Spring. Donc je vais retrouver toutes mes vulnérabilités qui viennent du projet Java. Mais on voit que les deuxièmes lignes, là, les boucliers un petit peu orange, ça commence par Ubuntu quelque chose. Celles-là, elles viennent du container Docker. Okay, donc le travail, après, si je veux sécuriser tout ça, globalement, c'est un travail de titan. Parce que 127 vulnérabilités, normalement, quand on clique dessus, on a le détail. C'est assez pénible. Mais pas de chance, en fait, dans ce tas de vulnérabilités, il y en a qui seront des faux positifs, comme on va le voir, mais il y en a une assez particulière qu'on appelle le Spring Shell, et là, vous voyez que ça tourne, en fait, une fois qu'on a exploité cette vulnérabilité. On peut taper des commandes shell dans l'URL, une fois qu'on a exploité ces 2 commandes curl, et l'application répond toujours. Donc c'est un hack un peu silencieux, et on a vraiment envie de se prémunir de ce type de hack. D'accord ? Et celui-là, il était vraiment dans la liste. Et ça, pour vous donner une idée, c'est du Remote Code Execution, c'est un des boucliers rouges foncés. Donc, comme on est là pour parler en 10 minutes de comment on sécurise, déjà l'idée, ça va être, quand vous avez une remontée d'outils, c'est pas atteignable de tout sécuriser, mais de se concentrer sur les plus préjudiciables, donc celles de niveau critique. Et sur les 127 vulnérabilités, il y en a 15-16, d'accord, de critiques. Maintenant, nous, chez JFrog, on a aussi une autre stat, c'est que comme on scanne en masse des containers, sur ces 127 vulnérabilités, il y en a 80% qui ne seront pas exploitables. Parce que le container, il amène des vulnérabilités, mais quelque part, il nous protège aussi. Si j'ai un package couvre
une socket sur un port que mon container n'expose pas, bah, de toute façon, elle n'est pas applicable. Si j'ai une faille qui s'applique sur une version d'un JDK donné, mais que mon image elle propose une autre version, la faille n'est pas applicable. Et puis le container, c'est le produit fini. Donc dedans, il y a tout. On a des dépendances qui vont peut-être sauter entre le projet, on va dire, sur le poste du développeur et le produit fini, compilé, etc., suivant les écosystèmes dans l'image Docker. Donc cette image, elle va nous permettre de faire le tri dans les vulnérabilités. Et nous, c'est ce qu'on utilise. Et l'idée, c'est que voilà, sur ces 15-16 vulnérabilités, je peux avoir un travail qui va être, j'analyse chacune d'elles et je vois si le code que je produis, que mes équipes produisent ou que j'ai l'intention de produire, parce que ça c'est important aussi quand le projet va grossir, sera susceptible d'ouvrir la porte pour réaliser un exploit tel qu'on a vu. Mais si en fait, on combine ça avec une analyse dans le produit brut, dans l'image du container, on va pouvoir scanner le code first party pour dire vulnérabilité par vulnérabilité, de façon automatique, celle-là, elle est applicable. Et là, vous voyez que sur toutes ces vulnérabilités, en fait, il y en avait 3 d'applicables, dont une de critique. Donc, c'est comme ça qu'on réduit, on fait une sorte d'entonnoir. Et même si c'est la best practice de fixer, en fait, à la fin, tous ces boucliers rouge foncé, parce que je rappelle que les exploits, ils sont à date, et que c'est pas parce qu'on n'est pas applicable aujourd'hui que demain, avec du code produit, ce ne sera pas applicable, ou qu'un autre exploit qui va affecter d'autres portions du code pour la même vulnérabilité ne sera pas trouvé demain, d'accord ? Il vaut mieux essayer d'avoir le moins de critiques possible. Mais déjà, ça donne en fait un cadre et une action directe. Celle-là, celle qui est tout en haut de la ligne, on va la fixer. Et ce que vous avez vu, le web shell, comme ça, on ferme la porte. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est un outil qu'il faut avoir. Donc là, évidemment, c'est la solution JFrog que je vous présente et vous pourrez venir voir ça en détail sur le stand. Mais dans l'idée, c'est applicable à toute chaîne DevOps. Okay, le pattern reste le même. Il vous faut 2 types d'outils. Des outils qui scannent en fait, les vulnérabilités par les dépendances et un outil plutôt d'analyse de code qui va le croiser avec les résultats. Et si possible dans le container parce que c'est le produit brut. D'accord ? En l'occurrence, ensuite, il faut être capable de corriger. Donc il faut que l'analyse vous dise pourquoi elle a mis applicable. Et où est-ce qu'on a trouvé la vulnérabilité? C'est le cas là, c'est un peu ce qu'on a sous les yeux. On voit bien que la méthode, en fait, vulnerable pass, comme son nom l'indique, elle était vulnérable. Et ça, c'est du code qui arrive assez vite. Dès qu'on veut faire un formulaire, on peut avoir un mapping des champs contenus dans la requête HTTP vers un Java Bean. Et là, voilà, on se retrouve un peu à détourner en fait, le produit, c'est-à-dire qu'on veut juste mapper des champs, mais avec une payload malicieuse, boum, on va reconfigurer le Tomcat et avec une deuxième payload, on va créer le web shell que vous avez vu en action. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de voir un peu plus les choses en détail. Vous pouvez venir nous voir sur le stand JFrog, sachant que cette partie que je vous ai présentée, c'est la contextual analysis, mais dans les containers, on est capable de faire beaucoup plus de choses, comme par exemple détecter des secrets aussi, si vous avez des credentials AWS ou GCP, des choses qu'on peut identifier, ou si du code first party publie des données en dehors de votre entreprise, c'est aussi des choses qu'on peut voir. Voilà, il y a pas mal de choses que je peux vous montrer. Merci beaucoup.